Çayı Miran. Non, merci. Je m'appelle Matthew Rankin, je suis un cinéaste canadien de Winnipeg et je suis ici en France avec le long métrage Une langue universelle ou Avaz Buralamun en persan. J'ai commencé à faire du cinéma à travers le cinéma d'animation. Je dessinais beaucoup quand j'étais enfant et petit à petit, les dessins sont devenus des dessins animés et je commençais à faire des films expérimentaux, des documentaires. J'ai une formation en histoire, donc je m'intéresse beaucoup au rapport entre l'artificialité cinématographique et ce qu'on peut imaginer comme le réel. Mon chemin est peuplé de beaucoup de courts-métrages. J'ai fait une quarantaine de courts-métrages, quelques moyens-métrages et ces 2 longs-métrages. Il y a Langue universelle, le chant de dinde aussi, qui est Avaz Buralamun en personne. Pourquoi, du coup, les 2 titres différents? Eh bien, ça vient du film. Il y avait un moment dans le film qui était très précieux pour nous, où un acteur qui s'appelle Bahram Nabatian, il joue une espèce de denteur de dindon. Il est arrivé au plateau un matinée et il avait une idée de chanter. Et c'était pas quelque chose qui était dans le scénario, mais il a dit, je pense que je devrais chanter pour les dindons. Alors, je devrais chanter la poésie pour les dindes. Et donc, on a dit, oui, on va faire ça, absolument. Et donc, on l'a suivi dans cette démarche. On a allumé la caméra, il commençait à chanter. C'est lui qui a dit couper lorsqu'il a terminé. Et on était tous émerveillés par son chant. Mais en fin de journée, moi et mes collaborateurs, Piruz Nemati, Ila Firuzabadi, on savait pas exactement comment on allait mettre cette scène dans le film. Parce que c'était pas dans le scénario, on savait pas exactement quoi faire avec ça. Mais là, c'est rendu une scène qui est tellement clé pour nous. Et ça représente vraiment l'esprit du film, je trouve. Non seulement dans son propos, mais aussi dans sa méthodologie. C'est un film où on voulait vraiment créer un cerveau québéco-irano-winnipégois qui était capable de produire sa propre pensée. Parce que c'est un film de métissage, hein. C'est un film de métissage. C'est pas un film iranien, c'est pas un film canadien, c'est pas un film québécois. C'est aux confluences de toutes ces langues cinématographiques. Et donc, lorsque Monsieur Nabatian a chanté pour les dindes, c'était un exemple de cette méthodologie. Comment si on laisse de la place aux collaborateurs pour s'exprimer personnellement à travers le prisme du film que nous faisons ensemble, il y a des miracles qui se produisent. Et ça, c'était pas du tout dans la conscience de Harry Nabatian, mais il a chanté. Cette idée s'est attachée à toutes les autres idées du film, et ça fait en sorte que la scène est devenue comme la synthèse du film pour nous. Et donc, on voulait faire hommage à son chant avec le titre en persan, Avaz Buralamun. Ma porte d'entrée vers la culture iranienne, ça passe d'abord et avant tout par le cinéma. J'avais une amie iranienne quand j'étais adolescent, qui m'a amené à voir Où est la maison de mon ami, Khonedous Kojast. Et c'était une expérience très profonde pour moi. C'était comme, j'avais jamais vu un film comme ça. Et donc je suis devenu vraiment cinéphile du cinéma iranien. Et là, bon, bien sûr, le cinéma iranien est énorme, c'est ça. Là, on parle d'un immense écosystème cinématographique, mais là, je parle surtout de ce que j'appelle les métaréalistes, les grands poètes du cinéma iranien, là, Monsieur Kiarostami, Makhmalbaf, Jafar Panahi, Sohrab Shahid Solès, Fourour, tous ces grands poètes du cinéma. Et là, je suis allé en Iran, il a maintenant 23 ans. Il y a 23 ans, je suis allé en Iran.
Et je voulais étudier le cinéma. Là, j'étais très naïf à l'époque. J'étais très innocent face à la complexité de la planète. Mais j'ai adoré tous les grands maîtres, tous les hauts stades. Et je voulais étudier avec eux. Donc, je suis allé en Iran pour voir si c'était possible. Et j'ai passé 3 mois en Iran à voir si c'était possible. J'ai vite compris que ça serait pas possible, mais j'ai rencontré beaucoup de belles personnes et depuis ce temps-là, ma vie a se... Vous l'avez rencontré, Kiarostami Non, j'ai pas réussi, malheureusement, mais c'était une belle expérience. C'était quand même une expérience importante dans mon cheminement comme personne. Et ma vie a eu ce dialogue avec le cinéma iranien. Et voilà. Donc j'ai fait plus tard, j'ai rencontré mon ami Pirooz Nemati. Il a Firuzabadi avec qui j'ai fait ce film. Et on a fait le film avec toute la communauté iranienne de Montréal. C'était comme la plupart des gens qui jouent dans le film sont nos amis. Même dans l'équipe, on a fait le film avec nos amis de cette communauté. Donc c'est cet enchevêtrement qu'on voit dans le film est peut-être surréaliste jusqu'à un certain point, mais en même temps, ça représente aussi notre expérience. Ça représente notre amitié ensemble. Parce que nous sommes une espèce d'enchevêtrement. Hein? On est ce cerveau québéco-irano-winnipégois. Et donc le film est vraiment une expression de notre vie ensemble. Alors c'est ça. Donc c'est quelque chose. J'apprends le persan depuis longtemps. Je suis pas particulièrement bon. Je peux lire, je peux écrire, je peux avoir des conversations simples. Si je me trouve avec une grand-maman iranienne, là je m'étonne à quel point je peux me débrouiller, mais j'ai jamais été dans un contexte où j'étais comme immersé. J'ai fait des tentatives de retourner en Iran plusieurs fois pour vraiment être immersé et vraiment devenir vraiment bon en persan. Vous êtes allé plusieurs fois encore. Vous êtes allé encore. J'ai fait plusieurs tentatives. 5 fois j'ai essayé d'y aller, mais ça n'a pas fonctionné. Là où le moment où je suis allé, c'était vraiment comme j'étais chanceux de pouvoir. Quoi, c'était le problème de visa ou? Problème de visa ou autre chose, mais il y avait juste toujours quelque chose, une obstruction. Mais Ila et Pirooz et moi, on a décidé déjà qu'on va prendre notre retraite à Rasht. Et donc, c'est mon plan pour la vie. Éventuellement, je vais devenir très éloquent. Vous êtes sûr? Parce que c'est étrange pour moi parce que moi, personnellement, j'ai fait le chemin inverse. Oui. Moi, j'ai décidé de quitter l'Iran et faire des études de cinéma en France et vivre en France. Oui. Et voilà, c'est un peu étrange que vous voulez vous faire une immigration inverse de ce que moi j'ai fait. Oui. Et la situation politique, par exemple, ne vous dérange pas de penser d'aller vivre là-bas? Mais il y a toujours une distinction à faire entre même ici en France, je pense qu'il y a quand même une distinction entre le gouvernement français et les gens. C'est sûr. Voilà. Je sais pas, je pense, nous pensons au-delà de toute politique. Ça, c'est notre approche dans le film et dans la vie aussi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose au-delà de la politique. Il y a quelque chose dans l'idée de zéro frontière et de appartenance absolue et de solidarité. Lorsqu'on voit, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder une frontière physique dans votre vie, c'est toujours une expérience curieuse, n'est-ce pas? Parce que si on voit ici, on a ce pays-là et cet autre pays est à côté et l'humain a imaginé une ligne extrêmement rigide entre les deux. Et pourtant, lorsqu'on le regarde, c'est très flou. C'est impossible à faire cette démarcation-là. Et là, à travers de grandes distances, et malgré nos efforts de nous contenir et de nous séparer, de ériger des murs de Berlin, des frontières et tout, je trouve que notre expérience de la vie n'est pas binaire comme ça, ce n'est pas rigide comme ça.
c'est 1000 fois plus fluide. Et ça, c'est quelque chose à laquelle on voulait donner vie dans le film. On voulait que l'expérience du film soit fluide comme ça. Comme en persan, on a ce mot « ou », hein. C'est un prénom prénom, c'est ça le mot en français? Je sais pas. Mais c'est non-genré. Là, on parle de, tu sais, en français, on dit « elle » et « il ». Le persan est une langue qui est pas genrée. Exactement. Ça n'a pas de binaire dans ce sens-là. Le « ou », ça représente tout le monde. Et on voulait faire le film dans l'esprit du « ou » universel. Nous, on a l'habitude de faire doubler les films anglophones ou francophones. Mm-hmm. En Iran, on fait doubler pour pouvoir passer à la télé ou autre, et on regarde comme ça. Et là, c'est l'inverse. Là, c'est comme si, en fait, la langue de base, c'est persan, et un film canadien est doublé en persan. Mm-hmm. Et pourquoi vous avez fait ce choix? Réponse courte. On a pris ce choix par idéalisme, mais aussi, réponse longue, ce choix est issu de l'idée même du film. Ça commence avec une histoire que ma grand-mère m'avait racontée, l'histoire des deux petites dans le film. Ça vient de ma grand-mère. Pendant la dépression économique au Canada, aux années 30, ma grand-mère et son frère ont trouvé un billet de $2 gelé dans la glace sur les trottoirs de Winnipeg. Et l'histoire qui se raconte dans le film, c'est un peu l'histoire qu'elle m'avait racontée. C'est plus ou moins la même chose. Et c'est une histoire que j'avais toujours aimée. C'était quelque chose qui me fascinait un peu. Je trouvais ça un peu mystérieux, cette personne qui voulait prendre l'argent et tout et tout. Et là, plus tard, quand j'ai découvert les films de Kowloon, les films produits par le studio Kowloon, qui racontent souvent des histoires des enfants qui doivent faire face aux dilemmes d'adultes et qui doivent naviguer toutes les mystères de la vie adulte. Et souvent, toujours, il y a toujours une synthèse un peu, très humaniste et très poétique de ces fables pour enfants de studio Kowloon. Et donc, quand j'ai découvert ce cinéma-là, ça m'a fait penser à l'histoire de ma grand-mère. Tu sais, je voyais une similitude entre ces deux histoires. C'est quelque chose qui m'avait touché de voir cette histoire de ma grand-mère qui a passé toute sa vie à Winnipeg, que son histoire à elle pouvait avoir cette résonance dans ces films iraniens à l'autre bout du monde. Et qu'il y avait une connexion, il y avait comme une mise en proximité entre ces deux entités qui, pourtant, on peut imaginer beaucoup de distance. Et donc ça, c'était quelque chose qui m'inspirait. Je trouvais ça beau. Et donc l'idée de base, c'était de faire un film qui allait raconter l'histoire de ma grand-mère à travers le prisme du langage cinématographique de Kowloon, que j'associe avec Kowloon. Ce qui n'implique pas nécessairement faire le film en persan, mais là, je parle de langage cinématographique plutôt que langage parlé. Mais là, Pirooz, il était comme vraiment motivé. On devrait le faire en persan. Et là, j'étais d'accord avec lui. Je me suis dit, ça serait comme un moment spécial. Ça serait plus spécial si on le fait en persan, pour vrai, comme un vrai film de Kowloon, avec un casting irano-canadien. Ça faisait partie, c'était une façon de énergiser cet idéalisme-là, tu sais, de créer encore plus de proximité à travers ces distances-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est devenu vite très important pour nous. Et c'était une belle expérience. Comme je dis, la plupart des gens qui jouent dans le film sont nos amis. Sont pas tous iraniens, sont pas tous personnophones, y compris moi-même, bien sûr. Mais c'était ça la démarche. Donc, c'est issu d'abord de langage cinématographique. Tu sais, par exemple, les films de Kiarostami qu'il a fait en japonais, par exemple. Il a fait quelques films en japonais. Il a fait un film en japonais, il a fait un film en français, il a fait un film en anglais. 3 langues qu'il ne parlait pas, hein. Et mais il raconte quand même son histoire à travers le prisme cinématographique qu'on associe avec
Kiarostami. Ce sont quand même des films Kiarostami. Hein. Le langage cinématographique, il le parle parfaitement. C'est un vrai maître, c'est un ostade. Peu importe la langue qui est parlée par les comédiens. Et même affaire pour le film de Wim Wenders qui vient de sortir. C'est en japonais, une langue que Wim Wenders il ne parle pas. Mais il y a une certaine transnationalité qui est issue de ce processus. Et ça, c'est quelque chose qui nous inspire vraiment beaucoup. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'était une question cinématographique, mais aussi idéaliste. Et l'idée, c'est de faire quelque chose de transnational, qui, encore une fois, ne serait pas un film iranien, ni un film canadien, mais quelque chose entre les deux. Ça fait partie des éléments qui rendent le film assez surréaliste, en fait. Parce que ça peut pas être vrai que les tableaux sont en personne et tout. Donc, ça fait très fantaisie, quoi. C'est ça, c'est une troisième espace. C'est clairement pas l'Iran, c'est clairement pas le Canada, c'est un nouvel espace. Et l'idée, c'est de regarder le monde de nouvelle façon. Parce que c'est pas comme ça qu'on voit le monde, normalement. Est-ce que le persan est une langue universelle, du coup, vous pensez? Ça peut être une langue universelle. Oui, ben, la chose intéressante, c'est que quelque chose qui nous fascine, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent que le film est très scandinave. Je sais pas, dans son humour, dans ses rythmes. Et donc, on s'est dit, Pirouz et moi, que c'est drôle que si on dit le Tehran plus Winnipeg égale Helsinki ou Oslo, tu sais. Donc, c'est peut-être le suédois qui est la langue universelle, right? Je dirais pas que le film est symbolique. C'est pas du tout. Il y a pas de métaphore. Il y a pas de allégorie dans le film. C'est pas ce genre de film. Mais les dindes ont quand même. Il y a une atmosphère qui vient avec une dinde. Hein? Il y a un certain élément comique avec une dinde que j'admire, mais aussi peut-être quelque chose. Sur le plan linguistique, la dinde est intéressante parce que on sait pas exactement d'où vient cet oiseau. En français, on dit dinde, ce qui veut dire de l'Inde. Hein, c'est un oiseau de l'Inde. En turc aussi, ça s'appelle hindi. Donc c'est un oiseau qu'on associe avec l'Inde. Au contraire, en anglais, on dit turkey, qui est une association avec la Turquie. Au Portugal, on fait référence au néerlandais. Il y a un autre où on parle je pense qu'en arabe, ça fait référence à l'Abyssinie. Il y a une autre langue où si le mot pour la dinde, ça veut dire comme le coq romain. Comme ça, c'est une association avec l'Italie. Donc, d'où vient cet oiseau? Hein? C'est un oiseau qui traverse toutes les frontières, dans le fond. Et donc, c'est l'oiseau pour notre film, absolument. Ça, je pense que le persan, c'est une des rares langues où le mot Bourlamoun, c'est une onomatopée, je pense. C'est pas, il y a aucune association avec un autre pays. Oui. Bourlamoun, c'est une langue, c'est un mot original, oui, propre, oui, à la langue persane. Oui. Donc, ça appartient. Tu sais, le dinde, ça appartient. Il y a une appartenance confirmée linguistiquement en persan. Mais il y a aussi cette histoire que j'aime beaucoup de Benjamin Franklin, qui est un des fondateurs des États-Unis. Lorsque, à la fondation des États-Unis, il était contre l'idée que l'aigle soit l'oiseau national des États-Unis, parce qu'il trouvait que l'aigle était un oiseau immoral qui volait dans les nids des autres oiseaux. Donc, il voulait pas que l'aigle soit l'oiseau national. Il voulait que le dinde sauvage soit l'oiseau national, parce que avec les dindes, il y a une solidarité. Ils bougent en équipe, puis il y a une communauté avec les dindes. Et ça, c'est aussi l'histoire de notre dindon dans notre film. Si ça commence solitaire, il commence dans un voyage seul,
Il se trouve dans toutes sortes de troubles au cours de la route. Mais à la fin du film, dans le dernier plan du film, on voit qu'il a trouvé sa communauté. Donc la dinde est un peu, c'est pas un symbolique, mais il est porteur de beaucoup d'optimisme, je trouve, dans le film. Esthétiquement, le film est assez impressionnant. Les plans, en fait, de l'image qu'on a des immeubles dans ce quartier qui est vraiment étrange. Et comment vous avez pensé le plastique, le côté plastique du film? Et est-ce que ça ressemble, moi j'ai jamais vu Winnipeg, donc je sais pas à quoi ça ressemble, mais est-ce que ça ressemble l'image qu'on voit dans le film? Oui, un peu. En fait, chose intéressante, quand je suis allé à Téhéran la première fois, j'étais frappé par les immeubles beige, très modernistes et beige. Il y en a beaucoup à Téhéran, n'est-ce pas? Oui. Et ça m'a fait penser à ma ville natale. Ça m'a fait, j'avais une reconnaissance de Winnipeg à Téhéran. Tout de suite, je reconnaissais ma ville. Et chose intéressante pour Pirooz et Hila, qui ont visité Winnipeg pour la première fois pendant le tournage du film. Eux, ils ont eu exactement la même réaction face à Winnipeg, mais dans le sens inverse. Ils reconnaissaient Téhéran là-dedans. Et donc, on voulait que les édifices beige soient un peu comme le diapason, parce qu'il y avait cet écho architectural entre les deux villes. Bien sûr, c'est très exagéré dans notre film. Mais on voulait... Ce qui est beau là-dedans, c'est que les édifices beige prennent le soleil de façon vraiment magique. Même si l'immeuble en tant que tel est très banal, lorsque ça reflète la lumière hivernale de Winnipeg, c'est très beau. En fait, ça devient très chaleureux. Et c'est toujours une façon... Ça, c'est un peu l'enquête du film. Ça passe entre la solitude et la communauté, entre distance et proximité, et aussi le froid et le vide, mais aussi la chaleur et la profondeur. Mais aussi, on voulait comme... encore une fois, on voulait... le brutalisme aussi, ça fait partie de l'approche. On voulait que l'univers du film soit très rigide, mais que les humains allaient couler entre les murs. Et je trouve que c'est un peu comme je trouve encore que nos vies sont comme ça, malgré nos efforts de nous contenir et de créer des murs et des rigidités. Je trouve que notre expérience en tant qu'humain est beaucoup plus fluide, on passe entre les murs. Et ça, c'est notre devoir, en fait, de faire ça. Et l'image au début du film est un peu la thèse de tout le film, dans le sens où on commence avec ce mur brutaliste, beige, de béton. Il y a une fenêtre à travers laquelle on voit ce qui se passe à l'intérieur de la salle de classe. Mais le son passe à travers. On commence à l'extérieur et le son nous fait rentrer à l'intérieur. Donc ça, c'est encore une fois, c'est la nature transcendante du cinéma. C'est-à-dire que, bon, malgré cette rigidité-là, on va passer à travers. Il y a beaucoup d'influence sur le film. Je dirais, bon, bien sûr, il y a tous les grands hauts stades du cinéma iranien dont je parle, mais aussi je pense qu'il y a beaucoup de Jacques Tati dans le film. Je pense qu'il y a du Chantal Akerman dans le film. Elias Suleiman est une influence importante pour nous. Et aussi beaucoup de cinéastes winnipegois, Guy Maddin. Je pense que dans l'humour du film, on peut voir un peu de Guy Maddin. Et d'autres cinéastes qui sont un peu moins connus. Je dis toujours que le cinéma iranien est issu de 1000 ans de poésie et le cinéma canadien est issu de 50 ans de publicité de meubles à bas prix. Et c'est un peu absurde de mettre ces deux choses ensemble, mais on voit le film vraiment comme ça. C'est comme
c'est comme un diagramme Venn entre deux sphères, ou une pizza hawaïenne, ou une dijonnaise, si je peux me permettre. C'est-à-dire que nous faisons un mélange de deux sphères. Et le film est issu entre les deux. Donc effectivement, il y a des références et des influences cinématographiques hétéroclites. On a surtout travaillé sur le scénario pendant la pandémie. Même si Pirooz et moi on parle de ce projet depuis 10 ans, c'est quelque chose que on en parle depuis 10 ans. Mais c'est votre co-scénariste, c'est ça, qui est un Iranien. Le scénario, vous l'avez élaboré à deux. Oui, exactement. Même l'histoire vient de ma famille et de ma vie, mais le scénario est écrit par nous-mêmes et nous deux, en fait, avec Hila Firouzabadi, donc nous trois. Il y a trois scénaristes et Hila et Pirooz sont aussi les producteurs du film et ils jouent dans le film. Pirooz, il joue le rôle de Massoud et Hila joue la chauffeuse d'autobus. Et donc, mais l'essentiel du travail que nous avons fait sur le scénario était fait pendant la pandémie, qui était une époque d'immense solitude, on se rappelle. Et c'est triste, ça. L'intensité de notre solitude était très intense. Et je pense que ça nous a blessés, en fait. Ça a laissé des blessures. Et je trouve que depuis ce temps-là, on se rappelle du tout début de la pandémie. Est-ce que vous étiez ici à Paris pendant la... Oui, j'étais en France. Voilà. Donc on se rappelle, au tout début de cette pandémie-là, on avait des visions un peu idéalistes par rapport à sa fin. On s'est dit, en fait, ça va être une bonne chose pour nous. Ça va ralentir nos vies. On va constater ce qui est important et ce qui n'est pas important. Alors, on sera plus solitaire à la fin de cette solitude. La communauté, ça va enrichir, ça va approfondir nos rapports. Parce qu'on doit passer à travers cette solitude. Mais je trouve que dans le monde occidental, en tout cas, je trouve qu'au contraire, c'est l'inverse qui s'est produit. Je trouve que la solitude de cette pandémie s'est métastasisée. Est-ce qu'on dit ça en français? Oui. C'est devenu quelque chose de presque pathologique. Et là, je trouve que l'individualité du libéralisme occidental... C'est pas forcément la pandémie, beaucoup le smartphone, les réseaux sociaux et... C'est ça, oui. C'est ça, exactement. Tout ça, l'Internet, les smartphones, c'est sûr que tout était là pour rendre cette solitude pathologique, mais la pandémie a vraiment accéléré le processus, je trouve, de façon très grave. Et je trouve que l'individualisme est devenu quelque chose de très troublant. Je trouve qu'après la pandémie, c'est comme on s'en fout de la solidarité dans l'occidental. On veut ce qu'on veut maintenant et on s'en fout des autres. Et c'est quelque chose qui me trouble beaucoup personnellement. Et c'est quelque chose qui nous trouble, qui trouble tous nos collaborateurs sur le film. Et donc on voulait faire quelque chose qui allait être justement ce lieu de solidarité. On a fait ce film dans un esprit de aucune frontière, solidarité totale et appartenance absolue. Et je trouve que c'est quelque chose que les spectateurs que nous avons rencontrés à date, ils trouvent un certain catharsis, un vrai catharsis là-dedans, parce que c'est de plus en plus rare. On est obsédé maintenant avec les binaires et les paradigmes oppositionnels. On insiste sur des distances, même avec des gens qui sont nos voisins, littéralement et physiquement, géographiquement. Et donc, créer cette proximité à travers un espace où on peut imaginer énormément de distance. Il y a des gens qui trouvent
il y a une certaine catharsis là-dedans, parce que ça manque dans la culture actuelle, je trouve. Et dans le film, il y a une nostalgie pour les sentiments, en fait, pour le rapport très sentimental et proche avec les uns et les autres, qui est typiquement iranien. Oui, c'est vrai. J'ai trouvé. Oui, non, c'est intéressant que vous dites ça, parce que les Canadiens qui n'ont aucun rapport avec l'Iran, qui connaissent pas ça, qui n'ont très peu de proximité vécu avec l'Iran, ils disent exactement la même chose. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve très beau, parce que bon, bien sûr, il y a plusieurs portes d'entrée. Si par exemple, il y a des blagues ou il y a des références dans le film que seuls les Iraniens vont comprendre, comme le labou, par exemple. C'est juste les Iraniens qui vont comprendre exactement ce que c'est le labou. Et il y a c'est même affaire en français. C'est de betterave. Voilà, exactement, les betteraves. Bon, il y a certaines blagues qui sont uniquement pour les francophones, si ça se traduit mal en anglais, donc c'est juste les francophones qui vont comprendre. Donc il y a ces particularismes là. Mais ce qu'on a essayé de faire, c'est de toujours mettre les deux ensemble et de les enchevêtrer, de faire une synthèse des deux. Et donc, on va jamais avoir cette rencontre des codes qu'on peut imaginer comme étant iraniens, sans aussi des codes qui sont très winnipégois. Tout est enchevêtré de façon très complexe. Et donc, pour les gens, de dire que ça les rend nostalgiques, c'est intéressant parce qu'ils sont, par la force des choses, puisque les deux expériences sont enchevêtrées si profondément, c'est comme si on a de la nostalgie pour l'autre. On ressent une nostalgie pour cette connexion avec l'autre. Et ça, c'est quelque chose qu'on remarque beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Et comment, à la fin, en fait, votre personnage, il transforme à l'autre. Il y a une sorte c'est très compliqué à comprendre, mais il y a une certaine fusion entre les deux personnes. L'autre personne qui est iranienne, qui s'est occupée de sa mère. Et à la fin, si j'ai bien compris, ils deviennent l'un et l'autre. Oui, ils changent de place. Ils changent d'identité, ils changent de place. Yeah. C'est ça. C'est pas quelque chose que j'aime expliquer tellement. Je pense que fondamentalement, même si c'est un peu abstrait. Est-ce que c'est parce que vous vouliez devenir iranien? C'est ça que ça veut dire? Non. Comment dire ça en français? It's like a stepping out. It's the stepping outside of yourself. Comment dire ça? C'est comme sortir de soi. Sortir de soi, peut-être. Je m'intéresse, comme on parlait des frontières tantôt, je m'intéresse aux espaces liminaux. L'espace où une personne arrête et une autre personne commence. Je trouve que cet espace est très flou, en fait. Et cette scène-là était à propos de cet espace-là. À quel point. Et l'idée que tous les gens autour de nous sont aussi nous. Il y a une phrase dans La couleur des pommes grenades de Parajanov. Est-ce que vous connaissez ce film? Oui. Il y a une phrase là-dedans, je sais pas comment le traduire vraiment. En anglais, c'est We were looking for ourselves in each other. On était à la recherche de nous-mêmes, les uns dans les autres. Et c'est un peu ça le diapason de tout le film. C'est pour ça que ce moment est un moment clé dans le film. Est-ce que vous pensez que le film pourra sortir en Iran? Sera vous en Iran en tout cas? Oui, on me dit que c'est déjà viral en Iran. Il y a beaucoup de réponses iraniennes. Il y a des critiques qui en ont écrit là-dessus, mais ça circule beaucoup. On voulait que ça soit. On travaille pas avec un distributeur en Iran, mais on voulait faire circuler le film quand même. On voulait que ça soit disponible gratuitement en Iran. On avait l'idée de faire un site web qui sera disponible en Iran pour que les gens puissent voir.
Mais les Iraniens étaient plus vite que nous. Ils ont trouvé le film quelque part. Puis là, ça circule comme c'est pas possible. Oui. Ça circule beaucoup. Même il a passé à la télévision afghane. Mais les parents de mon ami l'ont vu à la télévision afghanie. Ah, d'accord. Oui, ok. il était diffusé. Cool. Et quelqu'un a fait des sous-titres en persan pour les scènes en français. D'accord. Donc ça circule vraiment. C'est comme et on encourage les gens à voir le film, télécharger, voler. C'est comme en Iran, c'est gratuit. On a l'habitude de télécharger tout le cinéma. Voilà. Moi, quand j'habitais et j'étais cinéphile, on téléchargeait avec Torrent ou d'autres façons, parce que malheureusement, ils sortent les films français ou d'autres américains ne peuvent pas sortir en salle. C'est très fermé au monde. C'est ça, oui. Mais l'Internet nous permet de pouvoir... mais bon, c'est illégal. Vous touchez pas les droits là-dessus. Mais bon. Mais moi, je dis ça avec l'enthousiasme de toute l'équipe et tous nos collaborateurs, c'est qu'on veut que les gens regardent la chose en Iran gratuitement. Donc, c'est comme bénédiction totale pour le téléchargement. Merci beaucoup. Dernière question. Est-ce que vous êtes familier avec le nouveau cinéma iranien qu'on peut voir beaucoup dans les festivals comme à Cannes? Est-ce que vous connaissez par exemple les films de Rasoulov? Peut-être que vous avez pu le voir à Cannes, parce qu'il était en compétition. Et qu'est-ce que vous en pensez? Parce que en fait, le cinéma iranien aujourd'hui, surtout ce qu'on voit en Europe, c'est très très politisé. Alors que votre film propose quelque chose de vraiment l'inverse, comme pour revenir au cinéma de Kiarostami, et ce qui était par ailleurs reproché au Kiarostami, que c'est un cinéma qui est apolitique. Et on trouve un peu de ça dans votre film. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez de ces films-là, comme les films de Rasoulov ou autres, qui sont vraiment concentrés sur la situation politique en Iran aujourd'hui? Eh bien, je peux dire que effectivement, notre film n'est pas politique dans le sens direct du terme. Mais au contraire, je pense que l'espace qui est créé par le film est peut-être un peu politique. Créer cet espace de métissage, je pense qu'à l'époque actuelle, en fait, c'est un geste politique. On l'avait pas conçu comme ça au début. Pour nous, c'était juste une expression de notre amitié. Ben-Ami Dousti, vraiment, c'était ça. Mais je trouve, ce que je constate, surtout dans le catharsis que les gens trouvent dans l'expérience du film, je pense que c'est un geste politique, dans le fond, parce que notre univers est en train de devenir, notre paysage politique est en train de devenir tellement binaire et tellement rigide et tellement méfiant et méprisant même, que créer un espace de métissage, créer une proximité où il y a beaucoup de voix qui insistent sur une distance totale et créer une collaboration là où les gens insistent souvent sur un paradigme oppositionnel, je pense que c'est peut-être un geste politique.